prendre sa femme sur le fait avec son patron lors d'une soirée d'entreprise. Je pensais que ça n'arrivait que dans les films ou les cauchemars bien trop réalistes. Et pourtant, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je suis allé à cette fichue soirée, et depuis cette nuit-là, ma vie s'est coupée en deux, avant et après. Qu'est-ce que j'ai fait, me demandez-vous? Très simple, j'ai appuyé sur « Enregistrer » avant même qu'ils ne s'aperçoivent de ma présence. Ce qui a suivi, c'est ma vengeance. Brutale? Oui. Méritée? Absolument. Et la manière dont je l'ai menée? Chirurgicale. Je les ai laissés tous les deux sans un sou et avec une réputation en lambeaux. Mais exactement un an plus tard, elle s'est présentée à ma porte avec des aveux que je n'aurais jamais imaginés. Je m'appelle Julien Moreau. J'ai 37 ans, né et grandi à Épernay, dans la Marne, pas très loin de la route des vins de Champagne. Toute ma vie, j'ai cru que le bonheur, c'était un CDI stable, une maison avec un chauffage qui fonctionne l'hiver, et quelqu'un qui rentre le soir et qui vous regarde comme si vous comptiez vraiment. Pendant 5 ans de mariage, 8 ans si on compte les fiançailles et la période, on se fréquente, j'ai cru que j'avais tout ça avec Camille. Camille, ce n'était pas juste ma femme. Elle avait cette présence. Dès qu'elle entrait dans une pièce, l'atmosphère changeait. Cheveux châtains clairs toujours relevés en chignon impeccable, comme si elle partait tourner une pub pour un magazine, et cette façon d'écouter qui donnait l'impression que votre histoire était la seule au monde. Elle est née à La Rochelle, on entendait encore un petit accent chantant quand elle était fatiguée. Elle est montée à Paris pour ses études, licence puis master en communication à la Sorbonne Nouvelle. C'est là qu'on s'est rencontrés. J'étais responsable d'exploitation logistique chez un prestataire de transport et j'étais intervenu comme conférencier dans un de ses cours. Je n'y pensais plus quand elle m'a retrouvé sur LinkedIn 3 semaines plus tard. Elle m'a écrit que j'avais réussi à rendre l'optimisation des flux d'approvisionnement presque poétique. J'ai ri pendant 8 jours. On s'est mariés en octobre. Feuille dorée, petite brise fraîche venue de la Marne. Sa robe avait des broderies de vigne minuscules sur le corsage. Elle disait que ça lui rappelait les balades avec son grand-père dans les coteaux de Saint-Émilion. On a fait la cérémonie à l'hôtel de ville d'Épernay, puis la réception dans le jardin du château de Pierry, avec vue sur les vignes. Je l'ai emmené là-dedans dans mon vieux Scénic de 2003 que j'avais nettoyé de fond en comble polish, désodorisant Pinède, toute la panoplie. Elle trouvait ça romantique à mourir. Elle travaillait à Paris, dans une grosse agence de com avenue des Champs-Élysées, Lumière et Associés, beaucoup de verres, machine à café italienne, code vestimentaire, chic business. Camille s'y fondait parfaitement. Elle est montée vite, account manager en 2 ans, stratège senior en 4. Elle avait ce don de parler devant une salle pleine de costards cravates et de les faire tous hocher la tête comme s'ils avaient déjà signé. Moi je gérais l'exploitation d'un entrepôt logistique à Brétigny-sur-Orge, rien de glamour, mais du concret. Chariots élévateurs, bons de livraison, camions qui arrivent en retard à cause de la pluie alors que c'est juste le chauffeur qui a oublié de vérifier le gazole. J'aimais ça. J'aime toujours. C'est un boulot où tu termines ta journée et tu as le sentiment d'avoir fait avancer quelque chose. On s'est installé à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne. Une maison mitoyenne 3 chambres, petite allée pavée, vélo d'enfants partout. Rien d'ostentatoire, mais à nous. Les voisins se disaient bonjour en tondant la pelouse. Camille avait planté des hortensias bleu ciel devant la maison, sa couleur préférée. Elle disait que ça lui rappelait l'océan. J'aimais me réveiller à côté d'elle, prendre le café dans des mugs dépareillés, écouter France Inter le samedi matin pendant qu'elle pliait le linge en fredonnant du Goldman. C'était bien. Ou du moins, ça en avait l'air. Barbecue l'été, week-end dans le Morvan, Noël chez ses parents à La Rochelle tous les ans. Les gens disaient qu'on était le couple modèle. Même notre chien, Oscar au labrador sable un peu trop excité semblait comprendre qu'on était solide. Il suivait Camille comme son ombre. Et puis le prénom de Nicolas a commencé à revenir souvent. Nicolas Garnier son directeur. Directeur des grands comptes. Le genre costume sur mesure, barbe de 3 jours étudiée, toujours en vol depuis Paris ou Londres. Camille parlait beaucoup de lui. Pas de manière suspecte, juste, Nicolas a validé la stratégie, Nicolas nous envoie à Lyon pour un pitch. Je l'entendais le soir à table ou quand elle scrollait ses mails sur le canapé, jambes repliées. Au début, je n'y voyais rien. C'était son boss. Juste du boulot, qu'elle disait quand je demandais. Il est exigeant, mais brillant.
C'est grâce à lui que je peux viser associé l'année prochaine. Et je la croyais. Parce que la confiance, c'est pas seulement croire que l'autre ne mentira pas. C'est penser qu'il n'a aucune raison de le faire. On partageait tout, mot de passe, compte bancaire, la vieille 308 qu'on utilisait à tour de rôle pour les courses. Chaque matin je lui préparais son déjeuner au jambon beurre, sans croûte, comme elle aimait. Alors quand le prénom de Nicolas revenait sans arrêt, je ne poussais pas. Elle faisait des choses importantes. Elle méritait un patron qui reconnaissait son talent. Je l'ai même charrié une fois, continue à monter comme ça et tu vas finir par oublier ton mari logisticien de banlieue. Elle a souri, m'a embrassé le front. Jamais. C'est toi qui me gardes les pieds sur terre. C'est à ça que je me raccrochais, assis dans la cuisine, à la regarder mettre du sucre dans son thé pendant que la lumière de novembre tombait sur son alliance. On était parfait. Du moins, c'est ce que je croyais. C'était le deuxième vendredi de décembre quand Camille m'a parlé de la soirée de Noël. Soirée d'entreprise, qu'elle m'a dit en mangeant son pain grillé. Présence obligatoire, même pour les conjoints. Ordre de Nicolas. Moi les soirées chic, très peu pour moi. Un bon burger, une bière fraîche sur une terrasse et je suis content. Mais je voyais que pour elle c'était important. Ce n'était pas la première fois que Lumière et Associés faisaient une grosse fête de fin d'année, mais c'était la première fois qu'elle insistait vraiment pour que je vienne. Elle a dit que Nicolas tenait énormément aux apparences cette année, ce que j'ai traduit par « les promotions se jouaient là ». Le carton est arrivé dans une enveloppe ivoire avec lettrage doré, Gala d'hiver Lumière et Associés. Lieu, le Shangri-La Paris, avenue d'Iéna. Très très haut de gamme. Camille m'a dit qu'ils avaient privatisé le salon La Suite pour la soirée. J'y avais jamais mis les pieds, mais je savais que c'était le genre d'endroit où on pose des questions sur le millésime du champagne. Ce soir-là je me suis rasé de près, j'ai sorti mon costume anthracite du fond du placard. Camille portait une robe en velours bordeaux qui lui allait comme un gant. Cheveux en vagues souples, le parfum que je pouvais encore sentir des heures après son départ. Elle avait l'air d'une couverture de magazine. On s'est garé au parking Kléber et on a pris l'ascenseur jusqu'au hall. Le Shangri-La bourdonnait, voiturier, couple en tenue de soirée, rire et tintement de verre qui venaient d'en haut. Quand on est entré dans le salon, ça m'a coupé le souffle, lustres immenses, table nappée de blanc, quartet de jazz dans le fond. Les serveurs glissaient avec des plateaux de champagne et des amuse-bouches qui semblaient trop beaux pour être mangés. Camille est passée en mode professionnel en 3 secondes. Elle papillonnait de groupe en groupe, embrassades, blagues internes, où il faut absolument goûter les macarons au foie gras. Moi j'étais un peu en retrait, verre de whisky à la main, à la regarder faire son show. Et là, j'ai remarqué. Tous les 3-4 minutes, son regard partait vers le coin opposé de la salle. Elle était en pleine discussion, riait, et bâillait le coup d'œil. J'ai suivi la direction, Nicolas, près du bar, entouré de 2 jeunes cadres. Costume bleu nuit, cravate desserrée, verre à la main, comme s'il possédait l'hôtel. Je ne suis pas du genre jaloux. J'ai passé assez d'années en logistique pour savoir que les liens entre collègues peuvent devenir très forts, surtout sous pression. Mais là, c'était autre chose. Il y avait de l'électricité dans l'air à chaque fois que leurs regards se croisaient. J'ai essayé de me raisonner. On a continué à circuler. J'ai rencontré une certaine Sophie, responsable data client, qui m'a raconté pendant 20 minutes une catastrophe de présentation à cause d'un vidéoprojecteur défaillant. J'ai souri poliment. Camille disparaissait de temps en temps, toujours avec un « je reviens dans 2 minutes » et un bisou sur la joue. Je me disais qu'elle faisait du réseau, qu'elle allait voir son assistante. Mais à la 3e disparition, mon sourire collé commençait à craqueler. Vers 22h30, le quartet a fait une pause, les lumières se sont tamisées pour le discours du PDG. J'ai cherché Camille du regard. Pas au bar. Pas près des desserts. Pas sur la piste. J'ai fait un tour, l'air de rien, prétextant chercher les toilettes. C'est là que je suis retombé sur Sophie. Salut Julien, Camille est montée avec Nicolas il y a 10 minutes. Je crois qu'ils avaient un appel urgent. Ça avait l'air sérieux. J'ai cligné des yeux. Montée ? Oui, vers les salons privés à l'étage. Peut-être un bureau annexe. Elle a souri comme si c'était banal, comme si les gens quittaient les galas pour passer des coups de fil avec leur boss tous les jours. Quelque chose s'est retourné dans mon ventre. Pas de la jalousie. Pas encore de la colère. Juste, un mauvais pressentiment.
Comme quand tu vois un semi-remorque mal calé sur le quai et que tu sais que ça va mal finir. Je n'ai pas couru. J'ai remercié Sophie, j'ai pris le couloir qu'elle m'avait indiqué. Moquette épaisse, lumière tamisée, photos artistiques en noir et blanc sur les murs. Un groom est passé avec un chariot de serviettes sans un mot. L'air sentait le nettoyant pain et un peu de fleurs d'oranger. J'ai monté le petit escalier et je me suis arrêté, oreille tendue. Rien. Mais mon instinct hurlait. J'ai attendu encore quelques secondes, immobile, le cœur battant assez fort pour couvrir le ronronnement des néons. Camille était quelque part au bout de ce couloir. J'ai continué. Au-delà de l'escalier, là où la musique du gala n'était plus qu'un bourdonnement sourd. La moquette avalait mes pas. On entendait le ronronnement du bâtiment en ventilation, ascenseur lointain, cliquetis lointain de couverts en bas. L'étage était presque désert. Une lampe de sécurité clignotait rouge au-dessus de la sortie de secours, projetant des ombres stroboscopiques. Chaque pas résonnait trop fort dans ma tête, mon cœur tapait comme un marteau. C'était le coin des réunions privées. Salon de prestige. Bureau temporaire. J'ai longé des portes marquées Lafayette, Montaigne, Voltaire, toutes fermées. Pas un bruit. Puis, plus loin, très léger, j'ai entendu. Un rire. Pas fort. Étouffé. Le rire de deux personnes qui veulent rester discrètes et qui n'y arrivent pas tout à fait. Je me suis dirigé là sans réfléchir. Le couloir tournait légèrement et s'élargissait. Double porte vitrée fumée. Plaque métallique brossée, accès privé aux lumières et associés. Évidemment qu'ils avaient réservé des bureaux privés pour la soirée. J'ai essayé la première porte. Fermée à clé. 2 mètres plus loin, une autre porte, bois sombre, sans plaque, juste une petite vitre verticale avec store à moitié baissée. De la lumière dorée passait entre les lames. Je me suis approché. Je me suis figé. Des murmures. Des froissements. Puis un bruit rythmique, doux, que j'ai mis 2 secondes à identifier. J'ai posé la main sur la poignée. Et j'ai entendu Camille. Pas des mots précis. Plutôt un son étouffé, le genre de son qu'on fait quand on est perdu dans quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Pas de douleur. Pas de surprise. Non. C'était familier. Presque confortable. Comme si elle était déjà venue là. Mon estomac s'est retourné. Ma gorge s'est asséchée d'un coup. Le couloir semblait tanguer sous mes pieds. Sur le coin de la porte, une petite plaque discrète, Nicolas Garnier, directeur grand compte. Évidemment. J'ai reculé d'un pas. Pas par peur. Par calcul. Mon téléphone était dans la poche intérieure de la veste. Batterie 74%. Suffisant. J'ai ouvert l'appareil photo, passé en mode vidéo. Mes mains tremblaient, mais je tenais bon. Puis j'ai poussé la porte. Tout doucement. Elle n'était pas verrouillée. La pièce était éclairée en douceur. Une grande lampe d'arc dans le coin diffusait une lumière ambrée. Un grand canapé gris près de la fenêtre, un bureau ennoyé contre le mur du fond. Vue sur Paris la nuit, store à moitié baissé. J'ai enregistré tout ça en 1 seconde, mais mes yeux se sont fixés sur ce qu'il y avait devant moi. Camille était sur le bureau de Nicolas, robe relevée, cheveux défaits. Elle était complètement dans l'instant, inconsciente de tout le reste. Nicolas était derrière elle, chemise enlevée, les deux totalement ignorants de la porte que je venais d'ouvrir. Je suis resté là, juste dans l'embrasure, téléphone stable, en train d'enregistrer. C'était irréel. Comme si j'étais entré dans la vie d'un autre. Je ne ressentais pas encore la rage. Juste quelque chose de très lourd, comme un manteau trempé posé sur les épaules. Le son autour de moi était cotonneux, sauf les battements de mon propre cœur. Puis Nicolas a tourné la tête. Il m'a vu. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Il s'est figé comme un animal pris dans les phares. Camille n'avait rien remarqué. Yeux fermés. Puis elle a senti le changement dans sa respiration. Elle a tourné la tête par-dessus son épaule et elle m'a vu. Le temps s'est arrêté. Son visage choc, incompréhension, puis terreur pure m'a frappé plus fort que n'importe quel coup que j'ai jamais pris. Elle a sauté du bureau, a tiré sur sa robe, trébuchant en arrière comme si on l'avait électrocutée. Nicolas a attrapé sa chemise mais n'a rien dit. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié.
Je n'ai pas levé la main. Je suis resté là, caméra braquée, silencieux. Imperturbable. Julien. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas, je voulais pas. Je n'ai rien dit. J'ai continué d'enregistrer. Laissant chaque seconde gravée sur la carte mémoire comme de l'acide sur du métal. Elle a tendu la main vers moi, les larmes déjà là. Nicolas a marmonné un truc, je n'ai pas écouté. J'ai arrêté la vidéo. J'ai rangé le téléphone dans ma poche. Et je me suis retourné. J'ai traversé le couloir, descendu l'escalier, retraversé le hall, passé devant le salon illuminé et les invités qui riaient sans savoir ce qui venait de se briser à l'étage. Dehors, dans la nuit froide de décembre à Paris. Et j'ai continué à marcher. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le trajet retour est flou. Je sais que j'ai marché jusqu'au parking Kléber, 3 rues plus loin, sous un crachin glacé. Les pneus des voitures étaient cerclés de neige fondue. Un bonnet du PSG traînait gelé dans une flaque. Paris était encore vivant en gens qui sortaient des bars, éclats de rire entre les immeubles haussmanniens mais tout semblait à des années-lumière. J'ai roulé avec les 2 fenêtres entr'ouvertes, pas pour l'air, mais parce que le silence dans l'habitacle hurlait. Pas de radio. Pas de pensée. Juste le froid qui me giflait et les lignes blanches qui défilaient sous les phares. Je revoyais son visage par flash. Pas celui du mariage, pas celui des vacances à Biarritz, pas celui des dimanches matins penchés sur la cafetière. Juste ce regard-là, yeux écarquillés, mascara qui coule, panique en train de rajuster sa robe pendant que Nicolas remontait sa braguette. Je ne savais même pas si elle était retournée à la soirée. À la maison, j'ai éteint toutes les lumières, je me suis assis dans la cuisine et j'ai posé mon téléphone sur la table comme une grenade dégoupillée. Oscar est venu de la buanderie, que basse, s'est couché contre ma jambe. Il sentait toujours quand ça n'allait pas. J'ai servi un verre d'eau. Je ne l'ai pas bu. Je l'ai fixé. Il était presque 2 heures du matin quand j'ai repris le téléphone. J'ai regardé la vidéo. Une seule fois. Il fallait que je sois sûr, que je vois net, sans l'adrénaline et le brouillard. Tout y était, le bureau, la lumière, la robe, la montre de Nicolas, le visage de Camille quand elle m'a vu. Pas d'ambiguïté possible. Pas d'excuse possible. Je l'ai sauvegardé immédiatement en upload sur un cloud privé avec un compte intraçable. Puis j'ai ouvert l'ordi. J'ai rédigé le mail posément. Pas de menace. Pas d'émotion. Juste les faits. Destinataire, la DRH de Lumière et Associés. Le nom était public sur leur site, Isabelle V. Laurent est directrice des ressources humaines et RCE. Je ne la connaissais pas, mais je me suis dit qu'elle avait déjà vu pire. Peut-être pas, objet, signalement anonyme manquement grave au code de conduite. Madame. Je porte à votre connaissance un manquement caractérisé au règlement intérieur et aux règles de déontologie de Lumière et Associés. Je reste anonyme pour des raisons évidentes de protection. En pièce jointe, vidéo enregistrée le 9 décembre à 23h04 dans un bureau privatisé par votre société au Shangri-La Paris, lors du gala d'hiver. Les personnes concernées sont Nicolas Garnier, directeur grand compte, et Camille Moreau, lead stratégie client. Nous vous invitons à ouvrir une enquête approfondie sur les relations interpersonnelles et l'utilisation des moyens de l'entreprise. J'ai joint le fichier, vérifié 3 fois, et j'ai cliqué sur envoyer. Après ça, j'ai fixé l'écran un long moment. Pas de soulagement. Juste un vide bizarre, comme si mon cerveau s'était mis en veille pour me protéger. Je ne suis pas monté à l'étage. Je suis resté dans le salon, lumière éteinte, à attendre. Vers 3h20, j'ai entendu la clé dans la serrure. Camille est entrée comme un spectre. Cheveux défaits. Toujours sa robe en velours. Pas de manteau. Ses escarpins à la main. On aurait dit qu'elle avait pleuré depuis des heures. Julien, elle a murmuré. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardée. Elle a traversé la pièce, s'est agenouillée devant moi. Ses mains tremblaient quand elle a voulu prendre les miennes. J'ai fait une erreur, elle a dit. C'était pas prévu. C'est pas ce que tu crois. Silence. Je voulais pas te faire de mal. C'est juste, tout est devenu compliqué. Nicolas, il me mettait la pression, je pensais que si je jouais le jeu ça m'aiderait à passer associé. C'était débile. C'est fini. Ça recommencera jamais, je te le jure. Sa voix s'est cassée.
Elle a caché son visage dans ses mains. Elle sanglotait sur le tapis. Je n'ai rien dit. Parce que qu'est-ce qu'on répond quand tout votre mariage s'est transformé en passe-droit de bureau avec un homme que vous n'avez jamais supporté? Elle a choisi lui. Même pour un instant. Je l'ai laissé pleurer jusqu'à épuisement. Elle a fini par s'endormir sur le canapé, toujours dans sa robe froissée, Oscar contre elle. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai filé chez mon pote David à Melun. Je lui ai dit que j'avais besoin de me poser quelque temps. Il n'a posé aucune question. J'ai toujours été organisé. C'est le côté logistique, anticiper, trier, sécuriser les flux avant que ça déraille. Et là, je regardais mon mariage comme une entreprise dont la fondation venait de s'effondrer. Alors j'ai fait ce que fait n'importe quel responsable d'exploitation avec un actif en perdition. J'ai coupé les vannes. Le lendemain matin, pendant que Camille dormait encore sur le canapé avec Oscar, je suis allé à l'agence Crédit Agricole de Savigny. J'avais encore du givre sur le pare-brise. Je suis entré en jean et vieux blouson doudoune. La conseillère qui nous avait suivis pour le prêt immobilier m'a reconnu. « Bonjour Julien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Je veux vider le livret à joint et le compte épargne-logement, et tout transférer sur mon compte courant personnel. » Elle a cligné des yeux. « La totalité ? » « Tout. » Quelques questions de routine. J'ai répondu court. J'ai signé. Comme ça, les 38 400 € qu'on avait mis de côté en 8 ans en vacances, travaux, coussins de sécurité sont sortis de sa portée. Ensuite direction la caisse d'épargne, où on avait 2 cartes bleues communes. J'ai résilié les 2, demandé de nouvelles cartes à mon nom uniquement. Puis passage chez un petit cabinet de gestion de patrimoine près de Lieu-Saint pour le PEA et le compte-titres. Pas énorme, mais j'ai tout bloqué, plus de mouvements, plus de retraits. À 11h45 j'étais chez McDo de la Francilienne avec un Big Mac et un milkshake vanille, à regarder par la fenêtre sans rien voir. Le ciel était gris. Ce gris plat de décembre en Île-de-France qui donne l'impression de vivre sous un couvercle en béton. Je n'avais pas faim, mais j'avais besoin de normalité. Quelque chose de tangible. Quelque chose qui ne ment pas. J'ai passé d'autres coups de fil. J'ai résilié Netflix, Disney+, Canal+. Changé tous les mots de passe Amazon, Fnac, Deezer. J'ai viré son nom de mon assurance auto. J'ai même supprimé son compte du programme de fidélité Carrefour. Petit ? Peut-être. Mais je n'allais pas continuer à cumuler des points essence avec une femme qui avait échangé notre avenir contre un quart d'heure dans un bureau d'hôtel. Je n'étais pas en colère au sens classique. Pas de flamme. Pas de cri. Juste une nécessité froide, chirurgicale, de protéger ce qui restait avant que tout parte en fumée. L'après-midi, je suis rentré. Elle était assise au bord du lit, encore en pyjama, devant un thé devenu froid. Je n'ai rien pris sur le compte, elle a dit doucement. J'ai vu le mail. J'ai hoché la tête. Sans un mot. Je comprends, elle a ajouté. Tu as peur. Tu veux reprendre le contrôle. Mais on peut réparer, Julien. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai pas peur, j'ai répondu. J'ai fini. Puis je suis allé dans le garage, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à nettoyer mon matériel de pêche comme n'importe quel dimanche. Le soir, j'ai sorti tous les documents de l'armoire métallique, livret de famille, déclaration d'impôt, acte de propriété, fiche de paie, titre de propriété commun. J'ai tout étalé sur la table à manger. Photo de chaque papier avec le téléphone. Dossier classé. Sauvegarde en double. Je ne me précipitais pas. Je me préparais. Comme on ferme les volets avant une tempête, pas parce qu'on a peur du vent, mais parce qu'on sait ce qu'il peut faire à une maison qui n'est pas prête. L'attente a été la partie la plus dure. 2 semaines peuvent sembler 2 ans quand on est assis sur une bombe qui a déjà explosé. Tous les matins je me réveillais en m'attendant à voir un article dans la presse éco ou un message de quelqu'un de l'intérieur. Mais les mets restaient muets et Camille continuait, je ne sais pas comment, à se préparer pour aller travailler comme si elle ne marchait pas vers un immeuble en train de s'effondrer. Le premier lundi après la soirée, elle a mis un tailleur bleu marine que je n'avais pas vu depuis longtemps. Elle s'était même maquillée. Elle a dit qu'elle avait un gros pitch. J'ai hoché la tête, servi le café comme n'importe quel lundi.
Oscar la regardait depuis l'embrasure de la cuisine comme s'il essayait de comprendre qui elle était devenue. Elle est partie à 7h50 précise. Mais tout était déjà lancé. Les services RH des grosses boîtes ne bougent pas vite, mais quand ils bougent, c'est avec des bottes en acier et sans prévenir. J'avais fait ma part, envoi des preuves, rédaction du signalement, sauvegarde multiple. Le mail automatique reçu en retour était glacial, votre signalement a bien été pris en compte et transmis au service conformité et éthique. Merci de ne pas répondre à ce message. Ça me convenait parfaitement. En attendant, je suis retourné bosser. Tête baissée à l'entrepôt de Bretigny, gestion des flux comme si de rien n'était. Les collègues Karim, Manu, Stéphane sentaient que quelque chose clochait, mais ils n'ont rien demandé. Ils devaient penser qu'on s'était disputé pour les vacances de Noël. 10 jours après, un mail sur ma boîte jetable, veuillez confirmer que vous êtes toujours en possession du fichier vidéo original. Rien d'autre. Pas de signature. J'ai répondu, confirmé. Horodatage intact. 3 jours plus tard, ça y est. J'étais rentré tôt le vendredi. Fuite sur une canalisation à l'entrepôt, journée arrêtée. J'étais dans le garage en train de ranger mes leurres quand j'ai entendu la 308 arriver dans l'allée bien trop tôt pour elle. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon, prêt pour le silence habituel. Au lieu de ça, la porte d'entrée a claqué violemment. Je suis entré dans la maison. Elle était plantée dans le couloir, manteau encore sur le dos, sac à main pendouillant au bout du bras comme s'il pesait une tonne. Visage blême, yeux rouges. On aurait dit qu'un train lui était passé dessus. Ils m'ont viré, elle a dit. Je n'ai pas scié. Son sac est tombé par terre avec un bruit sourd. Immédiatement. Pas d'indemnité. Pas d'avertissement. Juste un carton avec mes affaires qui m'attendaient à l'accueil quand je suis revenu de déjeuner. Silence. Tout était dans le signalement, elle a continué, voix brisée. Le mail, la vidéo. Même les bandes des caméras du couloir. Ils ont vérifié les logs d'accès, les badges, tout. Ils ont dit que c'était une faute lourde au comportement inapproprié dans un cadre professionnel. Nicolas est parti aussi. J'ai enfin parlé. Quand? Ce matin. RH nous a reçus séparément. Ils ne m'ont même pas regardé dans les yeux. Bien. C'était la première chose qui me semblait vraiment juste depuis le début. Ils ont dit que j'avais compromis l'intégrité professionnelle, elle a murmuré. 6 ans là-bas, Julien. 6 ans. J'ai bossé tous les week-ends. J'ai enchaîné les déplacements. J'ai refusé des offres chez Publicis et Betc pour rester fidèle. Je l'ai regardé. Fidèle. Le mot m'a fait l'effet d'une blague de très mauvais goût. Et Nicolas, j'ai demandé, bras croisés. Viré. Bureau vidé. Son nom a disparu de l'organigramme. Les clients ont été prévenus ce matin. Ils appellent ça une réorganisation. Elle s'est laissée tomber dans le fauteuil près de la cheminée ou celui où elle lisait pendant que je faisais griller des côtes de bœuf le samedi. Je pensais pas que ça irait aussi loin, elle a soufflé. Je pensais, un avertissement peut-être. Ou je sais pas. C'est ça le problème avec les conséquences, j'ai répondu. Elle ne demande pas ton avis. Elle n'a rien répliqué. Ce soir-là elle n'a rien mangé. Elle est restée à table à fixer le vide, comme quelqu'un qui regarde un lac asséché là où se trouvait son jardin avant. Son téléphone a vibré une fois ou sûrement Nicolas ou quelqu'un de l'agence où elle l'a ignoré. Elle est montée vers 23h30. Sans un mot. Les marches ont craqué sous ses pas comme si ses jambes étaient en plomb. J'ai entendu la porte se fermer. Je suis resté sur le canapé. Vers minuit et quart, mon téléphone a vibré aux nouvelles alertes sur une autre boîte jetable. Un message forwardé, probablement une fuite interne, Garnier et Moreau au licenciement pour faute grave. Rapport éthique transmis. Juridique recommande silence total jusqu'à nouvel ordre. Pas d'article. Pas de communiqué. Juste une disparition propre. Le lundi suivant, leur nom avait été effacé du site de Lumière. Son profil LinkedIn était vierge. Celui de Nicolas n'existait plus. Comme s'il n'avait jamais travaillé là. Camille n'est pas sortie de la maison pendant 2 jours. Même pas pour relever le courrier. Et chaque fois que je la croisais dans le couloir, elle me regardait comme un fantôme, comme si elle cherchait encore à comprendre comment une vie construite en escarpins et salle de réunion pouvait s'effondrer en une semaine.
Le divorce a été prononcé un jeudi pluvieux d'avril. On a signé chez un notaire à Melun. Terrain neutre. Pas de cris, pas de drame, juste un stylo et une pile de documents plus épaisse que notre album de mariage. Le notaire, un monsieur grisonnant nommé Delorme, chaussettes à losange où tournaient les pages pendant qu'on hochait la tête. Camille gardait les yeux baissés. Voix calme, presque professionnelle. Moi non plus je ne parlais pas beaucoup. On était au-delà des excuses, au-delà des regrets. On était juste deux personnes qui partageaient ce qui restait d'une vie commune. Quand ça a été fini, on s'est serré la main. C'est la dernière fois que je l'ai touché. Je suis retourné dans mon petit 2 pièces loué à Cesson, pas loin de la Francilienne. Rien d'extraordinaire, mais un bout de jardin fermé pour Oscar et une vue sur les arbres derrière. J'ai emménagé une semaine après avoir quitté la maison, et ça ressemblait à un vrai reset. Pas de photos de mariage encadrées. Pas de compte commun. Juste des murs blancs et un lit acheté seul. J'ai gardé Moreau, évidemment. Elle a repris son nom de jeune fille, Vasseur. Elle était fière de son nom d'avant, elle disait toujours que « Vasseur » sonnait comme une marque premium. À l'époque où elle montait chez Lumière, elle plaisantait, le nom Vasseur va finir sur toutes les lèvres entre Paris et Genève. Mais après le divorce, le nom Vasseur n'ouvrait plus grand-chose. Nicolas a essayé de la faire rentrer dans une petite agence branchée à Boulogne-Billancourt. Open Space, Babyfoot, T-Bio. Ça a duré 5 semaines. La rumeur avait déjà tourné. Discrètement. Dans les milieux de la com, les déjeuners clients, les groupes WhatsApp fournisseurs. Ce n'était pas l'histoire d'adultère qui les a tués. C'était le côté faute professionnelle, le risque, la possibilité de bad buzz. Les clients ont filé. Les budgets se sont évaporés. Nicolas a été invité à prendre d'autres fonctions. Le nom de Camille a disparu des pages équipe en un refresh. On dit que Paris est un village avec des métros, et là, ça s'est vérifié. Toutes les portes qu'elle a poussées étaient déjà fermées. Elle a tenté le freelance un moment en rédaction web, conseil en personal branding mais rien n'a pris. Sa signature mail s'est ratatinée au fil des mois. D'abord le logo, puis le titre, puis le gras. À la fin c'était juste, c'est Vasseur, sans mention d'entreprise. Dernièrement, j'ai su qu'elle faisait du community management à mi-temps pour une petite boîte à Versailles, réseaux sociaux de restaurants, garage auto, salon de coiffure. Nicolas, lui, a dû filer sur Lyon, je pense. Il s'est dit que la ville était assez grande pour avaler sa réputation. Mais les infos circulent plus vite que le TGV. Il n'a jamais retrouvé de poste à la hauteur. Paraît qu'il vend des solutions SaaS pour une start-up. Il porte toujours des boutons de manchette, mais personne n'applaudit plus. Moi, j'ai reconstruit. Doucement. En silence. Je n'ai pas fréquenté pendant longtemps. Les collègues demandaient. David a essayé de me brancher avec la copine de sa cousine qui tient un salon de toilettage à Comble-la-Ville. J'ai décliné. Pas parce qu'elle n'était pas sympa. Juste que je n'étais pas prêt à partager le silence avec quelqu'un d'autre. À la place, j'ai pris des habitudes. J'ai retapé une vieille Jeep Cherokee de 1999 qui pourrissait dans le jardin de David depuis 6 ans. J'emmenais Oscar se balader longtemps dans la forêt de Sénart. Je me suis remis à cuisiner au pas des pizzas surgelées ou des sandwichs de station-service, mais de vraies choses. J'ai appris à faire le bœuf bourguignon de ma mère, celui qu'elle sortait tous les soirs de matchs de foot à la télé quand la maison était encore pleine. J'ai commencé à tenir un carnet aussi. Pas tous les jours, mais assez souvent. Ça aidait à sortir les pensées avant qu'elles pourrissent. Certaines pages ne contenaient qu'une phrase, elle m'a regardé dans les yeux et elle a menti. D'autres parlaient de pluie, de silence, et de ce que ça fait de comprendre le pardon sans jamais l'accorder. Le boulot est resté solide. Les promotions n'avaient plus grande importance après ce que j'avais traversé, mais j'ai continué à bosser dur, à former les jeunes, à faire partir les camions à l'heure. Mon chef m'a appelé un jour, le moteur discret, devant tout le monde. Il a dit que je faisais tourner la machine même quand la route était cabossée. Ça m'a touché. Au bout de 4 mois, j'ai arrêté de checker ses réseaux. Arrêté de demander de ses nouvelles aux amis communs. Je ne la détestais pas. J'avais juste plus besoin de porter ce poids. C'était début décembre à nouveau, pile 1 an après la soirée au Shangri-La. Le temps n'avait pas beaucoup changé au ciel gris, arbres nus, vent qui coupe à travers les rues de Cesson.
J'étais rentré des courses, sac de sel de déneigement chez Brico Dépôt, plein chez Total, croquettes pour Oscar chez Truffaut. J'étais en train d'accrocher les guirlandes rouges et vertes sur la petite pergola de la terrasse, les mêmes depuis 2017 quand on a frappé. Pas un coup franc. 3 petits coups hésitants, espacés, comme si la personne n'était pas sûre d'être au bon endroit. Oscar a levé la tête du canapé, a gémi doucement, puis s'est dirigé vers la porte. Je l'ai suivi, essuyant mes mains sur un torchon, et j'ai ouvert. C'était elle. Camille. Elle ne ressemblait plus du tout à la femme que j'avais connue. Cheveux tirés en queue de cheval lâche, frisottis autour du visage. Pas de maquillage. Juste les cernes et les rides de quelqu'un qui porte trop lourd depuis trop longtemps. Elle avait remis son vieux manteau en laine gris des années fac, celui avec un bouton manquant, et ses mains tremblaient sur la lanière d'un cabas en toile. Ses yeux étaient humides. Pas à cause du vent. « Salut », elle a dit. Je n'ai rien répondu tout de suite. J'ai juste tenu la porte, le cœur battant lourdement. Je savais pas si tu serais encore là, elle a ajouté, voix tremblante. J'ai hoché la tête. Toujours là. Elle s'est mordu la lèvre, a avancé d'un demi-pas, puis s'est arrêtée. Je sais que j'ai aucun droit, elle a dit en fixant les lames de la terrasse. Mais je pouvais plus passer un jour de plus sans essayer. Juste une fois. Elle a levé les yeux, cherchant quelque chose. Tu me manques, Julien, elle a murmuré. Les matins. Ton café. La lumière que tu laissais allumée dehors quand je rentrais tard. Oscar qui saute sur le lit. Ta façon de rire quand c'était pas drôle, juste parce que moi je riais. Son souffle est devenu buée dans l'air froid. Je te demande pas de tout recommencer, elle a continué. Je sais que j'ai tout cramé. Je le sais. Je paye tous les jours. Chaque fois que je reçois une liste de postes à programmer pour des garages et des kebabs, je pense à ce que j'ai abandonné. À ce que j'ai jeté. Oscar a fait un petit bruit à côté de moi. Je lui ai gratté l'oreille, toujours muet. J'attends pas que tu me pardonnes, elle a ajouté. Mais je devais te le dire. Je suis désolé. Tellement, tellement désolé. Voilà. Les excuses. Celles que j'avais imaginées pendant les nuits blanches, quand je me disais encore qu'on pourrait peut-être recoller les morceaux. Mais je n'ai pas ressenti de victoire. Je n'ai pas ressenti de colère. Juste de la fatigue. Je t'entends, j'ai fini par dire. Elle m'a regardé, un éclat d'espoir dans les yeux. Mais cette porte-là s'est fermée il y a longtemps, j'ai ajouté. Je l'ai regardé droit dans les yeux, calme. Je suis plus en colère, j'ai dit. Je souffre plus non plus. Mais j'ai tourné la page. En silence. J'ai la paix maintenant. Et je peux pas rouvrir la porte à quelque chose qui risquerait de me la reprendre. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle se préparait au froid qui allait suivre. Je comprends, elle a dit en essuyant son nez avec sa manche. Et je crois qu'elle comprenait vraiment. Je n'ai pas dit au revoir. Je ne l'ai pas fait entrer. J'ai juste reculé d'un pas, doucement, et avant qu'elle puisse ajouter un mot, j'ai fermé la porte. Pas avec rage. Avec définitif. Derrière, le chauffage ronronnait. Les guirlandes clignotaient doucement en rouge et vert. Oscar est retourné s'allonger près de la fenêtre avec un gros soupir. Je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un café dans la cafetière que j'avais préparée plus tôt, et je me suis assis à la table face au jardin. Le cerisier était nu maintenant, branche fine et immobile. J'ai pensé à la vie qu'on avait eue. Les 8 ans de souvenirs, les week-ends à Honfleur, les Noëls à La Rochelle, les dimanches tranquilles. J'ai pensé à la fac, au premier appart à Créteil, à sa façon de fredonner en pliant le linge. Et puis j'ai lâché prise. Parce que je ne tenais plus. Je ne la regrettais pas. Ni la femme sur le perron, ni celle que j'avais aimée. Ce qui me manquait peut-être, c'était l'homme que j'étais avant d'ouvrir cette porte au Shangri-La. Mais même ça s'était estompé. J'étais quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un qui avait compris que la paix ne revient pas en réparant ce qui est cassé, ou elle arrive dans le silence que tu construis après la tempête, quand tu réalises que tu es toujours debout, toujours vivant, toujours entier. Et la porte est restée fermée. Partagez votre avis dans les commentaires, si vous étiez à la place du héros, auriez-vous envoyé la vidéo au service des ressources humaines? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo.